So welcome back to the Bienvenue à nouveau au niveau de cette conférence Because Health. J'espère que vous avez pu prendre une tasse de café. Nous allons sans plus attendre accueillir notre orateur suivant. Il s'agit de Steven van den Broek qui travaille à l'Institut de médecine tropicale ici en Belgique et pendant une petite demi-heure, il va nous donner des explications par rapport aux maladies infectieuses sensibles au climat. Donc, sans plus attendre, Steven, vous avez la parole. Bien, merci. Merci beaucoup pour ces propos introductifs. Donc, on m'a demandé de vous donner un impact du changement climatique, notamment en termes de maladies infectieuses, et je vais me faire un plaisir de vous présenter la situation. Et je voudrais donc commencer ma présentation en vous disant que ce qu'il faut retenir, c'est que l'impact du changement climatique sur les maladies infectieuses est complexe, multifactoriel et très imprévisible en tout cas. Il y a toute une série de micro-organismes et de vecteurs qui ne lisent pas nécessairement des ouvrages ou des publications scientifiques leur disant de quelle manière se comporter. Et puis, une bonne surveillance et vigilance s'avère cruciale pour pouvoir observer et agir rapidement sans paniquer. Et puis, il y a également un autre point à souligner, à savoir que les pays avec la capacité de réponse la plus médiocre seront ceux probablement qui enregistreront le plus grand nombre de victimes. Donc, d'entrée de jeu, si vous le voulez bien, je voudrais faire ici référence à deux articles fondamentaux qui ont été rédigés par d'éminents scientifiques, notamment des articles publiés dans le journal de médecine il y a 10 ans, à savoir l'impératif de l'action climatique pour protéger la santé. Et puis, il y a également un autre article qui a été publié et qui a pour objectif de se dire, et ça a été publié dans le Lancet, qu'il faut prendre en considération le fait que le décompte final en matière de santé a été lancé et qu'il faut absolument être vigilant. Alors, je voudrais ici insister sur le fait que le climat présente toute une série de facettes. Il y a l'augmentation de CO2, une augmentation de la température, augmentation du niveau de la mer, des événements extrêmes sur le plan météorologique. Et ceci peut induire toute une série d'effets sur la santé. Les catastrophes et les événements météorologiques peuvent bien entendu accroître le déplacement de migrants, peuvent accroître les problématiques en termes de santé mentale. Il y a également des problèmes en termes de vagues de chaleur avec toute une série de maladies respiratoires et cardiovasculaires qui peuvent en découler. Mais ici, je voudrais parler plus particulièrement de l'impact du changement climatique en termes de maladies infectieuses et je voudrais parler plus particulièrement des facteurs qui sont liés aux denrées alimentaires, à l'eau, etc. Alors ici, nous avons l'évolution de la température au cours des dernières centaines d'années, entre 1850 et l'année 2000. Et puis, nous constatons que cette augmentation de la température, elle est bel et bien présente. Alors, quid des projections en ce qui concerne l'avenir? Ici, nous avons des projections qui vont jusqu'à 2030. Donc, nous avons les différents percentiles qui sont pris en considération. Nous avons d'un côté le cas le moins grave et de l'autre côté le cas le plus grave. Et là, nous pouvons voir ce qui va se produire au niveau de l'augmentation des températures au niveau des zones polaires. On pourrait avoir une augmentation qui nous permettrait d'atteindre quelques 9 degrés à l'avenir. Bref, cela étant, je voudrais vous expliquer ici la teneur de ce schéma. Parce que très souvent, les prédictions en matière de maladies infectieuses ne prennent pas toujours en considération les bons éléments au niveau du modèle qui nous occupe. Alors, nous avons ici des déterminants tels que la température, la précipitation, l'humidité, le vent et la poussière, ainsi que toute une série d'autres éléments. Alors, nous avons bien entendu en termes de changement climatique un hôte, qu'il soit animal ou humain, des pathogènes et une
transmission par toute une série de vecteurs, denrées alimentaires, eau, etc. Donc, ici, nous avons les différents modes de transmission. Donc, parfois, il y a des modèles très, très simplistes qui disent là, il y a un changement qui intervient, on va faire des calculs et on va pouvoir déterminer quel est l'impact au niveau des maladies infectieuses. Ce que j'apprécie par rapport à ce modèle que je vous présente ici, c'est que l'on prend également en considération l'adaptation humaine. Donc, dans le cadre des prédictions, on tient compte de l'adaptation humaine parce qu'on sait que l'humain va réagir en la matière. Alors, avec le Covid, nous l'avons constaté, nous avons maintenant une évolution qui fait en sorte que des mesures très, très fortes ont été prises. La même chose en ce qui concerne, par exemple, la malaria, puisqu'il y a certaines régions qui pourraient devenir endémiques à nouveau. Et par rapport à ces situations, on ne se contente pas d'observer ce qui se passe, on s'adapte. Donc, je pense que par rapport aux prédictions, il faut se dire que parfois l'adaptation de l'humain n'est pas toujours prévisible. Mais néanmoins, ce mécanisme d'adaptation existe bel et bien, mais nous savons que les pays les plus pauvres auront peut-être une capacité de réponse moindre et d'adaptation moindre. Donc ça, c'est également un aspect qu'il convient de prendre en considération. Donc, je vais parler ici des éléments afférents notamment à la température, aux précipitations, etc. Et il est important de voir de quelle manière ça peut impacter la prévalence de certaines maladies infectieuses. Alors, je vais prendre ici l'exemple de la malaria. Donc, nous avons la période d'incubation extrinsèque au niveau de la malaria. C'est un terme plutôt compliqué, je vais vous expliquer de quoi il retourne. La malaria, c'est un parasite qui peut rendre l'humain très, très malade et qui est transmis par les moustiques. Alors, que fait le moustique? Le moustique vous pique et fait en sorte que entre 6 à 12 jours, cela diffère d'un humain à l'autre, vous allez pouvoir développer la maladie. Donc voilà, nous avons ici un parasite qui va faire en sorte que le moustique va pouvoir contaminer l'humain en 12 jours, pour autant qu'il y ait une température de 25 degrés. Et donc vous pouvez voir ici les morsures infectieuses qui seront perpétrées, si je puis dire, par le moustique avec une transmission de la maladie à toute une série de personnes. Donc, vous pouvez voir le cycle ici, un autre graphique pour le moins complexe, mais cela atteste du fait que ces événements sont multifactoriels parce que les températures sont importantes au niveau de la survie des moustiques. Donc, le moustique survivra plus longtemps, mais s'il fait trop chaud, le moustique ne va pas apprécier. Donc, en ce qui concerne les moustiques qui transmettent la malaria, nous savons que les moustiques n'apprécient pas non plus des températures trop chaudes. Donc, s'il fait plus chaud, effectivement, il y aura plus de morsures infectieuses. Et si il fait plus froid, le moustique va mourir avant d'avoir la possibilité d'être un vecteur de la maladie. Et chez les moustiques, lorsque l'infection est contractée au niveau du moustique, plus il fait chaud, plus la propagation sera rapide. Et nous aurons davantage de cas de malaria si, par exemple, les températures sont plus chaudes. Et il faut 6 jours lorsqu'il fait plus froid, uniquement 2 jours pour la ponte des œufs au niveau des moustiques. Donc, au plus chaud il fera, au plus le moustique va pondre des œufs, au plus, bien entendu, la maladie se transmettra. Et cela augmentera, bien entendu, le nombre de cas de malaria. Alors, nous avons pu le constater avec l'augmentation des températures en Europe. Nous avons de nouveau une émergence de la malaria ou une réintroduction de la malaria. Pourquoi est-ce que je parle de réintroduction? Eh bien, parce que la malaria, c'est une maladie qui n'était pas une maladie endémique, en tout cas en 1900.
et grâce à des contrôles de vecteurs, contrôles au niveau des moustiques, nous avons en 2011 la situation avec une élimination de la malaria. Donc la malaria pourrait être réintroduite chez nous ou réapparaître chez nous. Alors pourquoi est-ce qu'elle a disparu au niveau de ce que ce graphique indique en 2011? Eh bien c'est tout simplement parce qu'on a éliminé les marais, on a séparé le bétail dans des étables et on a pu contrôler les moustiques grâce à l'utilisation de toute une série de produits. Donc, on a éradiqué la malaria en Europe par le passé et nous pourrions très bien la voir réémerger. Toutefois, nous devrions savoir comment agir. Il y a eu en 2011 une épidémie en Grèce. La malaria avait été éradiquée en 1974, mais toute une série de rapports sporadiques et ponctuels indiquaient qu'il y avait des transmissions autochtones qui avaient été repérées. Et en 2009, nous avons constaté qu'il y a eu effectivement un taux cohérent au niveau de l'augmentation des cas de malaria à partir de 2009, 42 cas en 2011, parce que des travailleurs migrants du Pakistan et d'Afghanistan sont arrivés en Grèce pour récolter les oranges dans la région et c'est le moustique Anopheles saccharovi qui était présent et qui a créé cette augmentation de cas. Donc, il se pourrait très bien que nous soyons confrontés de nouveau à des cas de malaria dans certaines zones. Alors, nous avons ici, au niveau du zoo d'Anvers, il se pourrait que si les pingouins restent à l'extérieur, eh bien, il y ait une prophylaxie qui se développe au niveau de la malaria. Alors, la réponse à cette question pourrait être affirmative. Nous avons 172 espèces Plasmodium qui peuvent créer ce phénomène. Ils sont présents chez les oiseaux, les reptiles, les mammifères. Et puis, il y a la malaria aviaire qui peut être transmise par le moustique Culex, qui est le plus prévalent ici en Belgique en tout cas. Donc, c'est celui qui vous ennuie les nuits en règle générale. Donc, si les pingouins restent à ciel ouvert ou restent en liberté à l'extérieur, eh bien, il faudrait effectivement prendre des mesures en matière de prophylaxie par rapport à la malaria. Alors, ce que je voudrais ici mettre en exergue, c'est que le fait que nous ne sommes pas au sommet de cette pyramide, nous devons tenir compte du fait que nous faisons partie intégrante de l'écosystème. Donc, il ne faut pas uniquement aborder les maladies humaines, mais surtout les maladies animales qui peuvent avoir un impact sur l'écosystème, surtout lorsque nous parlons de maladies infectieuses. Alors, la température peut avoir une incidence en matière de salmonelle ou de campylobacter, puisque effectivement, lorsque les températures augmentent, nous savons qu'il peut y avoir davantage de salmonelle et la même chose par rapport au campylobacter qui peut l'emporter en quelque sorte sur d'autres bactéries. Donc là, on pourrait être confronté également aux espèces Vibrio et au Vibrio choléra. Vous êtes probablement familier des épidémies de choléra qui ont essaimé ça et là. Et ici, en Amérique du Nord, nous avons constaté que par le passé, la température de l'eau était à un certain niveau et les prédictions futures démontrent que effectivement, le Vibrio vulnificus fait partie de ces bactéries qui peuvent induire des maladies humaines. Et ceci peut bien entendu induire des infections très, très graves, notamment au niveau de la main. Je vous prie de m'excuser un instant. Désolée. Le téléphone de mon collègue n'était pas sur silencieux. Donc, comme je vous l'ai dit, dans des régions au niveau du nord, nous avons constaté ce phénomène.
Alors, nous avons également des algues telles que celles que vous voyez illustrées à l'écran qui essaiment et se multiplient et qui peuvent détruire tout un écosystème. Nous avons ici des photographies qui démontrent l'effet désastreux que ces algues peuvent avoir, notamment sur les poissons et sur l'écosystème. Donc, une fois de plus, ceci me ramène à mon schéma. Il ne faut pas tout regarder depuis une perspective humaine, mais depuis une perspective beaucoup plus globale, une perspective peut-être que je pourrais qualifier de plus holistique. Alors, en ce qui concerne les vecteurs et les hôtes, nous avons une expansion au niveau des latitudes, que l'on aille vers le nord ou vers le sud. Nous avons par exemple l'exemple des tiques. Alors, ce que nous constatons ici, c'est qu'avec ce réchauffement climatique, les tiques deviennent plus présentes au niveau des latitudes nord, notamment si l'on tient compte du fait que les tiques ont besoin d'un taux d'humidité de 80%. Alors, l'altitude est également très, très importante ici. Lorsqu'il y a la fonte des neiges, lorsque l'on constate ce type de phénomène, nous pouvons effectivement induire que sous les latitudes et selon l'altitude, eh bien, il pourrait y avoir effectivement une augmentation de ces phénomènes. Donc, voici ici un autre transparent qui pourrait peut-être vous surprendre. En Europe, en tout cas par le passé, je parle du siècle dernier, il y a eu une augmentation au niveau de la reforestation, pardon. Tout simplement parce que les plantes ont besoin de dioxyde de carbone pour pouvoir induire le phénomène de photosynthèse et nous avons constaté que le CO2 stimulait la végétation, mais cela augmente également les opportunités pour les tiques de survivre, surtout dans des espaces où l'humidité est présente. Alors, je ne vais pas vous parler de tous les pathogènes qui peuvent être transmis par les tiques, mais il y en a toute une cohorte. La maladie de Lyme est un excellent exemple de cela. Il y en a des fièvres hémorragiques, etc. Donc, vous pouvez voir ici les maladies potentielles qui peuvent être induites à cause des tiques et surtout à cause d'une augmentation des tiques. Alors, la tique dont je voudrais vous parler ici. Et là, nous avons une carte qui illustre la situation en Hollande et en Belgique. Nous avons toute une série de ces tiques qui étaient susceptibles de générer des encéphalites qui avaient été constatées. Alors, toujours en ce qui concerne les vecteurs et les hôtes, en Chine, lorsque la température hivernale augmente, nous avons effectivement différentes bactéries qui peuvent se répartir au niveau de certains espaces. Donc, il s'agit ici de cet insecte. Vous pouvez voir ici l'activité agricole qui peut permettre d'induire des maladies au niveau du foie, etc. Et ceci est imputable, bien entendu, à l'augmentation de la température de l'eau. Donc, ce phénomène Scytosoma japonicum peut effectivement augmenter. Alors, nous avons également un autre vecteur. Alors, Aedes aegypti, c'est un moustique, pardon, qui peut transmettre la fièvre jaune, donc celle qui requiert une vaccination, et le chikungunya, la dengue, sont également transmises par ces moustiques. Donc, lorsque les températures tendent à devenir plus chaudes, eh bien, ces moustiques peuvent essaimer. Si les températures deviennent trop élevées, ces moustiques meurent, mais vous pouvez voir ici les zones de prévalence de ces moustiques. Et dans les régions du nord, eh bien, nous pouvons constater qu'il pourrait y avoir un taux de prévalence plus important au niveau de ce type de moustique. Et nous avons ici un autre moustique qui tient plus longtemps, si je puis dire, même dans des zones où les températures sont modérées. Et cela peut donner la dengue et la fièvre jaune.
zones. Et donc, ceci pourrait faire en sorte qu'il y ait une augmentation de ce type de cas dans les zones situées plus au nord. Mais lorsqu'il fait trop chaud, certains de ces moustiques, comme je vous l'ai dit, ne supportent pas cette température beaucoup plus élevée et dès lors meurent. Et là, les maladies pourraient effectivement disparaître. Donc là, vous avez une vue d'ensemble de la situation et les prédictions pour l'Europe au niveau de l'Albopictus, qui est un vecteur de chikungunya et de dengue. Et on constate que dans les régions du sud, ce moustique pourrait devenir prévalent et induire davantage de maladies telles que la dengue. Alors, si on regarde au cours des dernières décennies les chiffres au niveau de cette maladie, nous constatons qu'au niveau des Amériques, il y a eu une augmentation des fièvres liées à la dengue et il y a également des irritations. Donc là, si vous appliquez vos 5 doigts de la main sur votre peau, eh bien, les doigts restent marqués à cause de ces éruptions urticantes. Et puis, nous avons également ici une prédiction qui stipule que 5 milliards de personnes pourraient être concernées. Alors, les principaux catalyseurs en ce qui concerne la dengue sont liés à une approche urbanistique qui n'est pas correctement planifié. Cela permet aux moustiques d'avoir des espaces où pondre leurs œufs et ceci crée une augmentation du nombre de naissances. Nous avons par exemple le plastique. Les moustiques peuvent pondre leurs œufs dans ces déchets plastiques. Donc en sus des problèmes de pollution, eh bien, on peut être confronté à une augmentation des populations de moustiques avec augmentation à la clé de dengue. Alors, je ne sais pas si vous avez jamais essayé d'examiner ce qui se passe au niveau de ces pneus. Eh bien, nous constatons que les moustiques peuvent voyager grâce à ces pneus. Ils se cachent dans les aspérités en latex. Et en France, chaque année, on stipule effectivement qu'il y a des cas de dengue qui ont été répertoriés. La même chose à Madère. On a constaté que ces moustiques étaient également présents et avaient induit des épidémies. Alors, en ce qui concerne Zika, ici, nous voyons une épidémie très, très importante qui est intervenue avec toute une série de cas assez impressionnantes. Alors, on ne sait pas pourquoi cela a diminué. Donc, il y a eu une épidémie, mais comme je vous l'ai dit, les pathogènes ne lisent pas nos manuels scientifiques. Donc, les situations n'évoluent pas toujours comme on pourrait le penser. Alors, il y a également la question des précipitations. Il y a des pathogènes qui interviennent au niveau de l'eau que l'on boit, mais ce n'est pas uniquement le problème. La rareté de l'eau peut également induire certains problèmes de diarrhée, notamment chez de jeunes enfants. Il y a des bactéries qui peuvent également intervenir comme la leptospirose et d'autres qui sont induits par les crues ou par les inondations, notamment au niveau de la leptospirose, les rats qui entrent en action, si je puis dire, en action après les inondations et ils peuvent bien entendu contaminer l'humain par le biais de la leptospirose. Et ici, nous pouvons constater que des épidémies au niveau des animaux peuvent très bien se développer et être transmises plutôt au niveau des hommes. On a pu le constater au niveau de l'Afrique. Alors, la sécheresse, puisque je vous ai dit que la rareté de l'eau peut également créer une concentration de certains pathogènes présents dans l'eau, c'est notamment
notamment le cas de la salmonelle. La présence de salmonelle sera accrue à ce niveau-là. Et puis, si il y a par exemple dans des flaques d'eau une accumulation de matière organique et de pourriture, eh bien, cela peut induire, bien entendu, la présence de certains pathogènes. Alors, si nous avons, par exemple, des phénomènes de ce genre, eh bien, les maladies peuvent également essaimer. Alors, en ce qui concerne la concentration de Phebia choléra, une bactérie qui est davantage présente dans l'eau, notamment lorsque le soleil brille. Il y a également, en termes de vent, des épidémies de grippe, d'influenza qui peuvent également essaimer, un transport des pathogènes à travers les océans. Les moustiques n'aiment pas le vent, mais leur distance de vol, si je puis dire, a pu être quelque peu amplifiée. Alors, il y a d'autres facteurs. La malnutrition, si vous êtes victime d'un problème de malnutrition, votre immunité diminue et vous courez davantage de risques en termes d'infection. Alors, je vous ai parlé de l'impact du climat sur les maladies infectieuses. Nous avons également des événements météorologiques extrêmes, des inondations et autres, et ceci débouche et a débouché par le passé sur toute une série d'épidémies. Il faut être prudent par rapport à la corrélation en termes de temps. Cette corrélation dans le temps n'est pas nécessairement un élément de causalité, mais il y a quand même des liens qui ont pu être établis. Alors, le tout dernier point que je voudrais aborder en votre compagnie porte sur quelques prédictions qui ont été faites dans le passé. Donc, ça, c'est dans le Medical Journal en 96. Un rapport stipulait qu'il y avait toute une série de maladies infectieuses qui étaient extrêmement susceptibles d'émerger et dont la prévalence pourrait augmenter. Et pour la malaria, on prévoyait 1 million de décès supplémentaires par an. Donc, ça, c'était les prévisions à l'époque. Alors, ce que nous constatons, en fait, au cours des 20 dernières années, c'est que la malaria a diminué de façon assez significative. Donc, les prédictions du passé, 9 sur 10 sont correctes, mais pour certaines maladies, eh bien, malheureusement, la probabilité allait dans le sens inverse. Alors, est-ce que cela signifie pour autant qu'il ne faille plus faire de modèles de prédiction et qu'il faille arrêter de se pencher sur ces modèles de prédiction parce que si on constate que quelque chose qui était censé augmenter diminue, non, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut plus faire de prédiction parce que nous avons par exemple l'initiative Rollback Malaria qui a démarré grâce à ces prédictions et grâce à ces prédictions, eh bien, des mesures ont pu être prises pour diminuer l'ampleur du phénomène liés notamment à la malaria. Donc, par rapport à ces prédictions, eh bien, vous pouvez, en les lisant, non seulement vous atteler aux conséquences, mais vous pouvez également agir par rapport à d'autres paramètres tels que le changement climatique en tant que tel. Ici, j'en reviens à cet article dont je vous ai parlé en début d'exposé. Il y a vraiment un appel qui est lancé afin d'agir, que ce soit dans les médias, la presse ou la presse scientifique en particulier. Il y a parfois des messages alarmants qui sont diffusés et c'est souvent ceux qu'on écoute peut-être ou ceux auxquels on prête davantage d'attention. Ici, nous avons un article qui a été rédigé avec des collègues pour un magazine de presse assez populaire. Nous avons bien expliqué de quelle manière on pouvait influencer le cours des choses, mais le titre qui a été choisi devait faire preuve quand même d'une certaine prudence parce qu'il ne faut pas non plus créer un biais en étant parfois trop alarmant, si je puis dire, en termes de message. Donc, je voulais insister sur le fait que l'incidence du climat sur les maladies infectieuses est une question relativement complexe et je voudrais ici terminer en donnant la parole peut-être aux jeunes. Je pense qu'il est important que nos jeunes continuent à lutter en faveur de toute une série d'actions actuellement.
non. Et je me demande si le message à distiller ne serait pas de stopper le changement climatique maintenant parce que cela pourrait causer davantage de maladies. Et il faudrait peut-être un petit peu plus nuancé. Il faut arrêter cela maintenant en gardant à l'esprit le fait que les maladies infectieuses sont relativement complexes et que rien n'est véritablement prévisible en la matière, mais nous savons que les pays qui ont la capacité de réponse la plus pauvre seront probablement les plus grandes victimes parce que les micro-organismes, comme je vous l'ai dit, ne se comportent pas toujours comme nous pensons qu'ils le devraient. C'est pour cela qu'une vigilance est nécessaire maintenant pour observer, prévenir et agir maintenant en tenant compte des prédictions actuelles. Et n'oublions pas que nous ne sommes pas les seuls présents sur la planète. Nous ne devons pas uniquement nous focaliser sur l'humain en ce qui concerne les maladies infectieuses, parce que les maladies infectieuses ne constituent que la partie immergée de l'iceberg, si je puis dire, en ce qui concerne la santé. Donc voilà, j'espère avoir amené quelques nuances dans mon propos et je suis impatient d'entendre votre avis sur la question. J'espère que les politiques prendront les mesures adéquates. Et donc, c'est sur ce transparent que je souhaiterais mettre le point final à ma présentation. Merci Steven Van den Broek de l'Institut de médecine tropicale en Belgique. Il est très bon d'entendre vos propos réconfortants. J'ai entendu donc un commentaire ici de quelqu'un, le fait que les humains soient capables de s'adapter au changement humain. Oui, c'est quelque chose qui peut nous réconforter, mais il y a une remarque critique également dans le même message. Qu'en est-il des points de basculement? Est-ce qu'on pourra toujours prédire les conséquences? Quelles sont les limites de nos adaptations? Bien sûr, il s'agit là de toute une série de questions auxquelles on va répondre à l'avenir. Merci beaucoup.